C'est pour dire une nouvelle fois non à cette Union européenne qui renie les engagements premiers et historiques de l'Europe. Car l'Europe, c'est d'abord et avant tout le lieu d'invention de la démocratie, le lieu d'invention de la politique. Tous les textes constitutionnels en Europe affirment notre attachement à cette tradition, allemand, espagnol, italien ou français. Tout pouvoir émane du peuple, disent les Allemands. La souveraineté nationale appartient au peuple, répondent les Français. Et ces principes sont puisés aux sources de notre tradition. Notre constitution est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d'une minorité mais du plus grand nombre, affirme Thucydide. Et Sieyès, un gouvernement qui tire tous ses pouvoirs directement ou indirectement de la grande masse du peuple, voilà ce qu'est la démocratie. Or, et de ce seul point de vue, quelle est donc cette union continentale européenne dont on nous rebat les oreilles depuis les années 30? Quel en est le projet dissimulé? Quels en sont les outils? Quels en sont les acteurs? Le projet est clair. Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes, proclame Jean Monnet à Washington en 1952. C'est le triomphe de l'individualisme anglo-saxon sur la tradition grecque et latine. Les outils comme la méthode en sont connus. D'une part, c'est l'abondant flux de normes introduites dans les systèmes juridiques nationaux qui, obéissant à un principe de réorganisation transnationale, opère un bouleversement historique de la hiérarchie des pouvoirs. Il dissout peu à peu les souverainetés nationales comme tout principe de souveraineté politique. D'autre part, c'est l'avènement inexorable d'une classe de techniciens, la révolution managériale qui se traduit par leur accession à la tête de l'industrie, des organisations syndicales, des forces armées et des appareils gouvernementaux, peu importe les régimes politiques et économiques. C'est l'avènement de la civilisation technicienne comme très prochaine dictature universelle. Ce que nous vivons est une immense révolution. Même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. Suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé, nous dit ainsi l'ancien ministre italien Tommaso Padoa-Schioppa. Et cette entreprise révolutionnaire ne poursuivrait-elle pas par hasard des objectifs dissimulés? Oh, à peine. Ce réaménagement bouleverse l'ordonnancement hiérarchique des pouvoirs, c'est-à-dire les États, les souverainetés, les relations internationales. Nous assistons au basculement en cours de la pyramide au réseau, constate le philosophe Van Kerkhove. Mais dans quel but? La nature et le sens de l'intégration européenne deviennent limpides dans le contexte de la mondialisation libérale. C'est le sous-ensemble avancé d'un ordre plus vaste, celui qui naît à l'échelle du monde. Nous voyons apparaître un véritable droit public global, produit d'organes supra-étatiques qui entretiennent des rapports directs avec les particuliers, qui peut subordonner les États et les citoyens de ces États. Écoutons Saint José Manuel Barroso. L'Union européenne est depuis près de 60 ans un laboratoire pour la coopération supranationale transfrontalière. C'est tout naturellement qu'elle se pose en championne de la gouvernance mondiale. Ou Saint Jean Monnet. La communauté elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Ainsi nous le comprenons. Le laboratoire de l'ordre global mondial, c'est vous, c'est nous. Mais l'ordre global, la gouvernance mondiale, c'est quoi? L'Union européenne en donne un exemple parfait. C'est une construction sui generis, post-nationale et post-démocratique. Le Parlement européen n'a strictement aucun pouvoir. Seule la Commission européenne, instance technocratique, dirige tout, donne des ordres aux différents gouvernements et dispose d'un bras armé, la Cour de justice de l'Union et l'ensemble des juges nationaux en Europe qui lui sont soumis. En un mot, l'ordre global qui vient est un ordre dans lequel les individus sont gérés par des organes techniques. C'est tout simplement une nouvelle forme de gestion et d'administration de l'humanité. Mais comment avons-nous pu laisser faire? N'avons-nous vu rien venir? Tocqueville nous avait prévenu. Il me semble que si le despotisme venait à s'établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d'autres caractères. Il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter. Alors bien sûr, nous le savons avec Raymond Aron, les démocraties finissent toujours par se corrompre. Il nous faut toujours rester vigilants. Surtout quand certaines oligarchies activent depuis toujours cette corruption. Nous pourrions ici rappeler Mendès France, l'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes, etc. Vous connaissez ce discours. Voulons-nous abdiquer notre propre souveraineté?
Voulons-nous abdiquer notre propre démocratie? Voulons-nous rester un peuple libre? Alors battons-nous, mais battons-nous. Car nous le savons, la démocratie se confond avec la souveraineté nationale. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. La souveraineté nationale, c'est le peuple exerçant sa souveraineté sans entrave, pour reprendre les mots précieux de Charles de Gaulle. Quelle responsabilité immense sur nos épaules si nous avons le courage de dire non. Dire non pour nous aujourd'hui, dire non pour l'humanité demain. Leur projet, nous le connaissons. Ce nouveau système de pouvoir prépare le triomphe, l'avènement du cosmopolitisme, l'accélération des échanges et, dans une certaine mesure, la domination du monde anglo-saxon. Nous sommes tous concernés par ces bouleversements. Nous en comprenons les enjeux sur nos vies, celles de nos enfants, de nos parents, santé, éducation, emploi, langue et culture. Alors que faire? Si nous comprenons que cette Union européenne, ce n'est pas notre Europe, que cette Union européenne, c'est un projet en pleine contradiction avec la grande promesse européenne, alors nous devons combattre cette union continentale imposée. Combattre tant les politiques eurolibérales mises en œuvre que combattre les méthodes dévoyées d'une gouvernance antidémocratique. Nous sommes en guerre. Le combat va être rude, immense. Et dans ce combat immense, il n'y aura pas de quartier. D'ailleurs, il faut le dire, il nous faut abattre l'Union européenne. Ou alors l'Union européenne, l'ordre mondial, nous placera définitivement en esclavage. Et nulle crainte pour l'Europe. Notre Europe survivra. Elle a existé avant l'Union, elle existera après l'Union. Chers amis, nous sommes réunis ce soir, bien sûr pour lancer cette magnifique campagne de boycott magistral face à un mot d'ordre mensonger, une fausse élection pour un faux Parlement. Mais si nous sommes réunis ce soir, c'est pour dire plus encore. Nous sommes ici rassemblés pour poser les bases de la reconquête face à un ordre qui détruit la France, la nation, le peuple, la République. Nous nous répondons ici et maintenant résistance. Résistance face à l'eurolibéralisme porté, incarné diaboliquement par deux partis, PS et UMP corrompus. Résistance face à cet esprit anti-républicain, porté et incarné par l'extrême droite, le Front National. Voilà les deux ennemis du peuple de la France. Ce double danger ne sera écarté que par une seule force politique, l'alliance indéfectible historique entre deux exigences. D'une part, la République, comme exigence morale supérieure, cet ordre qui élève les hommes vers le progrès partagé. D'autre part, la démocratie sociale, comme exigence incontournable, celle de l'égalité, l'égalité entre tous les hommes sans distinction d'origine. Ce soir, c'est ce combat qui est à l'œuvre, quand nos mouvements décident de faire front rassemblés au sein d'un nouveau Conseil national de la résistance. Le nouveau CNR a une grande mission, une responsabilité historique. Et le premier de nos combats est celui de lutter contre un des projets les plus dangereux depuis la levée du nazisme en Europe. Qui ne voit que cette Union européenne est l'incarnation parfaite de l'alliance entre l'eurolibéralisme d'une part et la droite extrême, raciste, antisémite et xénophobe d'autre part. Regardez-les à l'œuvre en Ukraine, place Maïdan. Regardez-les en œuvre en Grèce même. Voilà ce qu'est l'Union continentale dite européenne. Une sale alliance contre les peuples et contre les nations, et ce piège infernal appelle une réponse, une seule, combat total. Alors faisons lever nations, faisons lever les peuples, retrouvons ensemble la grâce et la fierté de l'Europe libérée, hors l'OTAN, hors l'Union européenne, hors l'euro. Libérons la France, refondons l'Europe nouvelle, celle qui porte l'espérance des hommes libres. De l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, donnons au peuple d'Europe le signe qu'ils attendent, libération. Alors bien sûr, j'entends certains, les Le Pen, les Dupont, les Mélenchon, se répandre en critique. C'est le grand bal des hypocrites, eurocritiques, eurosceptiques. Mais quelle imposture! Eurosceptique, mais sceptique comment? Comment peut-on être sceptique alors qu'il faut prendre les armes? Eurosceptique quand on suicide des femmes et des hommes? Eurosceptique quand on détruit des millions de familles? Eurosceptique quand cette élection est une nouvelle trahison contre la nation? Oui, je le dis, cette élection est une trahison. Trahison, trahison, trahison. Eh bien, je réponds, mais aux armes, aux armes, aux armes. Non, absolument non. Il n'est pas possible de voter le 25 mai. Voter le 25 mai, quoi que vous votiez, c'est tout simplement collaborer avec les ennemis de la France. Chers amis, voyez cet élan magistral qui monte immense.
c'est la magnifique espérance des peuples qui se lèvent. Alors oui, chers amis, nous pouvons le dire, au soir du 25 mai, nous serons, parti du boycott et de la résistance, le premier parti de la France. À nous la responsabilité immense de faire de ce grand élan de résistance l'an 1 de la République en renaissance. Vive le nouveau Conseil national de la résistance, vive la France et vive la République. Merci.